D'accord, je vous enlève ça. Avec des politique, avec des banderoles, et je trouve que votre réaction... Monsieur, je vais vous donner les éléments. Non. Je vais vous donner les éléments. Ça, voilà, si vous êtes transparent. L'homme à la caméra. Comme vous le dites, oui. Ah oui, non mais ça c'est votre outil magique. Hein. Absolument. Vous n'auriez pas pu exister il y a 10 ans. Vous. Non. Ouais. Absolument pas. Mais vous êtes l'homme des temps modernes. Ah, merci de vous l'entendre dire. Absolument. Je vais vous flouter. D'aller visiter le nouveau site internet www.1576.fr. Vous verrez que l'outil est moderne et qu'il est bien renseigné, même si évidemment nous avons toujours envie de mieux le renseigner. Mais c'est l'outil de la CNAM. Permettez-moi de me présenter. Je suis Bertrand Thiers, journaliste, et mon rôle parmi vous ce soir est celui de Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, vous savez, c'est celui qui donne la parole et qui est le gardien du temps. Ah, le temps. Il passe vite quand on s'adresse à des hommes passionnants et passionnés sur un sujet toujours passionnant et passionné. Alors, on se donne comme ambition de terminer notre rencontre vers 20h30. On a à peu près 1h45 de bons débats. Ça veut dire que dans les échanges qui seront les nôtres, je vous invite évidemment à intervenir de façon forte, mais maîtrisée dans le temps, de manière à ce que la parole puisse circuler amplement. Alors j'ai à mes côtés Serge Boulanger, le président de la CNIN. Il est accompagné d'un des membres de son bureau, c'est monsieur Yves Blondel, qui représente le collège des associations. Lui, c'est un représentant de l'ACRO, l'une de ces associations. Il y a également Simon Huchetot de l'ASN, l'Agence de sûreté nucléaire, chef de division de l'ASN à Caen. Il y a également M. Létalon, du CNPE de Paluel, et M. Verbet, eh bien, du CNPE de Panlin. Alors, nous ouvrons tout de suite notre rencontre avec vous, Serge Boulanger. Monsieur le Président, vous avez la parole. Alors, vous pouvez parler debout, vous pouvez parler assis. Vous faites comme c'est plus commode. Il a choisi de parler debout. Monsieur le Président. Merci, Monsieur Thiers. Pour cette première réunion publique, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette salle Paul-Éluard et je remercie encore une fois la municipalité de Dieppe pour le prêt de cette salle. Je vous remercie aussi d'avoir répondu à notre invitation. Première réunion publique d'information organisée par la Commission locale d'information sur le nucléaire auprès des centrales nucléaires de Paluel et de Panlin. Et je suis heureux
de constater que cette initiative suscite l'intérêt des habitants, qui ce soir sont relativement nombreux. Les chaises ne sont pas toutes remplies, mais c'est déjà bien. Je les en remercie, tout comme je remercie celles et ceux qui ont accepté de participer à cet échange d'informations. Vous venez de les présenter, Monsieur Thiers. Merci à vous également, Monsieur Thiers, d'avoir accepté d'animer cette soirée. Ce soir, une réunion publique d'information qui permettra à chacun non seulement de mieux connaître notre commission, son travail, mais aussi de participer aux échanges directement. Nous y reviendrons plus précisément tout au long de cette réunion, mais le propre de la CLIM est de prendre part à une interaction avec les différents intervenants dans le domaine de la production nucléaire, l'exploitant des centrales en premier lieu, mais aussi l'autorité de sûreté nucléaire, les services de l'État, les associations, les élus et les représentants professionnels qui par ailleurs sont également aussi représentés au sein de la CLIM. Recueillir de l'information, l'analyser, poser des questions et obtenir des compléments, diffuser cette information. Nous complétons donc notre publication du CLIM Info, mise en place en 2009, par ce site internet que vous devez venir, M. Thiers, qui a vu le jour en octobre, bien que je le souhaitais depuis 2008. Nous complétons cette information par cette réunion publique ouverte aux habitants. Ce renforcement de la diffusion de l'information et d'un lien plus direct est essentiel. En mars 2011, la catastrophe de Fukushima au Japon, suite à un séisme et à un tsunami, la deuxième catastrophe majeure sur une centrale nucléaire, a nécessairement renforcé les questionnements sur le niveau de sûreté des centrales. En France, cela s'est traduit par la mise en place des évaluations complémentaires de sûreté, les ECS. Leur restitution au niveau des centrales de Pavel et Penly a beaucoup mobilisé la CLIM cette année. Plus près de nous, mais de bien moindre ampleur, l'incident survenu à Penly le 5 avril dernier a mis en évidence, à son échelle, la nécessité de renforcer la diffusion de l'information. Cette information porte sur le niveau de sûreté de nos centrales nucléaires. Nous allons donc ce soir illustrer le travail de la CLIM, de ses interlocuteurs et pouvoir répondre directement aux questions que soulèveront ces présentations. Je suis donc très heureux de vous accueillir ce soir pour une première réunion publique et qui ne sera pas, j'espère, la dernière, si elle se déroule bien. Si vous conduisez bien, si elle se déroule bien, elle sera reproduite. S'il y a des problèmes, eh bien nous serons hésitants. Oh non, oh non. Venez, Monsieur le Président, venez. Alors, l'organisation de nos travaux. Deux grandes séquences. L'intervention de Simon Husteau, de l'ASN. Il nous dira ce que nous devons savoir sur les ECS, comprenez les évaluations complémentaires de sûreté décidées par l'ASN après Fukushima, et ce que ça signifie pour nous, ce que ça signifie pour Pavel, ce que ça signifie pour Penly. Importance de l'information partagée. Deuxième séquence, nous ouvrons sur l'actualité sûreté des sites de Paluel et de Penly avec les deux directeurs, Jean-Jacques Létalon et Alban Verdet, avec à chaque fois le jeu des questions-réponses entre nous. Mais d'abord, peut-être, Monsieur le Président, reprenez le micro, un petit rappel sur le rôle et le fonctionnement de la commission. D'abord, comment est-ce qu'elle est composée, cette commission? La commission elle est composée de 4 collèges. Le collège des élus, le collège des associations, le collège des représentants syndicaux, partenaires sociaux, et le collège des institutionnels, des industriels, la gendarmerie, tous les acteurs relais. Tous les acteurs relais. Et puis le collège des représentants des centrales qui sont membres consultatifs. À qui s'adresse la CLI? Pour quelles raisons
la CNI se réunit-elle pour partager l'information? Elle se réunit pour se poser des questions, voir les méthodes que je dois employer pour approfondir les analyses que peuvent faire les centrales. Disons qu'on a un rôle d'expertise et voir si tout est bien pris en compte lors des accidents. Des incidents. Et donc l'enjeu, c'est évidemment d'apporter un retour d'expérience, d'apporter une information au plus large public. Vous disiez que parmi les différents collèges, il y a le collège, évidemment, des associations. Il est représenté ce soir à vos côtés par Yves Blondel. Veuillez donner votre micro à Yves Blondel. Bonjour, monsieur Blondel. Bonjour, bonsoir, merci. Donc vous représentez toutes les associations. Lesquelles? Voilà, alors je suis membre du collège associatif et représentant du collège associatif au bureau. Donc les associatifs, il y a donc 4 ou 5 associations. Il y a l'UFC Que Choisir Armand, représenté par M. Yes, l'IMPECPI, qui est une association environnementale de la vallée d'Hyères. Il y a le collectif anti-EPR représenté par M. Alain Correa, qui est présent. Qu'est-ce que j'ai oublié? La vôtre, votre association. L'AGRO, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, elle s'est constituée juste après Tchernobyl, qui gère un laboratoire d'analyse de radioactivité qui est basé à côté de Caen. L'AGRO s'investit beaucoup dans des groupes de travail au niveau national, des groupes pilotés par l'ASN et l'IRSN, de protection. Sûreté nucléaire. La chimie ouvrière de l'ASN, la chimie technique. À quoi servez-vous dans la CNI? Alors, les associations, en fait, sont un peu le poil à gratter, oui, je cherchais le mot, au sein de la CNI, puisque si M. le Président a voulu ouvrir ce soir au public cette réunion, c'est à la demande incessante des associations. Nous voulons élargir la discussion et le débat à l'ensemble de la population concernée. Donc on vous remercie de cette action. On porte également au sein de la CNI le débat, parce que nous pensons que le débat profite à tout le monde, y compris aux exploitants nucléaires que nous égratignons assez souvent, malgré tout. Mais je pense que la réflexion et les apports, même s'ils ne font pas toujours plaisir, ne sont positifs pour l'ensemble de la collectivité publique. Est-ce que la CNI fonctionne bien, monsieur? De votre point de vue. Alors, il y a des améliorations à attendre, bien sûr. Donc on travaille pour que ça s'améliore encore. On a une écoute de M. Boulanger, certes, donc on espère que ça va continuer et s'améliorer encore. Ce qu'on peut regretter, c'est que du côté du collège des élus, il y a très peu de motivation à notre sens. Dans les réunions techniques auxquelles on peut assister et participer assez fortement en tant qu'association, on estime que les élus ne sont pas très motivés pour savoir, pour poser des questions, et qui sont souvent, malheureusement, des chantres et des pro-nucléaires. Le débat doit avoir lieu au sein de la CNI, non pas pour être contre le nucléaire, mais pour poser des questions sur ce qui va mal, sur ce qui peut poser problème, ou sur les risques que peut comporter l'activité nucléaire. Alors, vous voyez, M. Blondel, il y a des élus qui sont présents, comme M. Geoffroy, M. Bénémé, M. Martin, etc. J'ai vu leur front se plisser
et ont porté des regards perplexes. Nous verrons ça tout à l'heure dans le jeu des questions-réponses. Ils ne manqueront pas évidemment de répondre. Alors, on ouvre tout de suite, on va à l'essentiel, on va au cœur de notre sujet avec vous, Monsieur Yvetot. Je rappelle que vous représentez l'ASN et nous voudrions savoir eh bien, ce qui s'est passé de votre point de vue en termes d'évolution de l'évaluation de la sûreté de nos centrales après Fukushima. Donc, présentation des évaluations complémentaires de sûreté. Que s'est-il passé depuis le 11 mars 2011? Et puis, quelles sont évidemment les décisions prises par l'ASN et leurs conséquences pour pallier les problèmes? Nous vous écoutons, monsieur. Est-ce qu'en 15 minutes, c'est jouable? On va essayer. Allez, c'est gagné, c'est en 15 minutes. Alors, je vous une présentation, s'il vous plaît. Alors, en attendant que la présentation vienne, je vais en profiter pour présenter rapidement l'ASN. Donc, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est une autorité qui est en charge du contrôle des activités nucléaires civiles en France. Donc, notre métier, finalement, c'est de contrôler ces activités pour protéger le public, l'environnement, les patients contre les risques que présentent ces différentes activités. On a une autre mission qui est d'informer les citoyens, c'est la raison pour laquelle, notamment, nous avons un site web qui est bien fourni en information et des résultats de nos contrôles. En résumé, nous sommes gendarmes nucléaires. L'ASN compte environ 450 agents. Il y a des divisions territoriales qui sont réparties sur le territoire en France. Donc il y a 11 divisions territoriales pour contrôler toutes les activités nucléaires en France. Et la division de Caen, dont je suis le chef, est en charge du contrôle des activités nucléaires en Haute-Normandie, en Basse-Normandie, et également pour le site de Brenlis en Bretagne. Je propose de débuter directement les évaluations complémentaires de sûreté. Donc, au lendemain de l'accident de Fukushima, le Premier ministre a demandé à l'autorité de sûreté nucléaire, le 23 mars dernier, de réaliser un audit qui soit complémentaire aux démarches de sûreté qui sont mises en œuvre aujourd'hui sur les installations nucléaires en France, afin d'identifier installation par installation si des améliorations sont nécessaires à la lumière d'enseignements qui seront tirés de l'accident de Fukushima. Donc cette demande, c'est quelque chose qui est prévu par la loi, et effectivement, le Premier ministre nous a fait cette demande, et demandait également à ce qu'au fil de l'eau soit informé les commissions locales d'information, ce que nous avons fait l'an dernier, ce que nous continuons jusqu'à aujourd'hui, et qu'il y ait également une concertation avec le HCT-ISN, donc c'est encore un acronyme, qui est une instance pluraliste qui est là, effectivement, au niveau national, pour suivre les activités de l'autorité de sûreté nucléaire, notamment. Donc, l'autorité de sûreté nucléaire a rédigé un cahier des charges et a lancé ce qu'on a appelé une évaluation complémentaire de sûreté pour les installations qu'on a identifiées comme étant prioritaires. Parmi ces installations prioritaires, on va retrouver bien entendu les centrales nucléaires, dont celle de Paluel-les-Panly, mais on retrouve également d'autres installations, comme l'installation de la Hague, par exemple, en Normandie. Et ce cahier des charges permet à la fois de répondre à la demande du Premier ministre, mais également à la demande quasi concomitante du Conseil européen qui a demandé à ce qu'il y ait des stress tests au niveau de l'Europe. Donc le cahier des charges que l'ASN a rédigé à destination des exploitants se porte sur les principaux éléments, les premiers éléments de retour d'expérience de l'accident de Fukushima. L'accident de Fukushima, c'est un séisme qui a causé un tsunami. Donc on a demandé aux exploitants de regarder les risques de séisme et d'inondation. À la suite de ce séisme, de ce tsunami, il y a eu une perte des installations de refroidissement de la centrale de Fukushima, suivie d'une perte des alimentations électriques de l'installation. Donc nous avons demandé aux exploitants d'analyser les situations de perte d'alimentation électrique et de perte du refroidissement. Et par ailleurs, nous avons pu constater que la situation de Fukushima a constitué à gérer une crise particulièrement difficile, durant laquelle l'opérateur a eu recours à des prestataires. Ce sont donc les deux derniers points de notre demande dans le cahier des charges, c'est d'étudier de manière détaillée la gestion des situations d'urgence et le recours aux prestataires. Ce dernier point ayant été finalement ajouté à la suite de la concertation avec le HCT-ISN. La démarche qui a été mise en œuvre, elle est bien nouvelle par rapport à ce qu'ils faisaient par le passé. Par le passé, on demandait aux exploitants finalement de définir des hypothèses par rapport à des règles que nous fixions, et nous demandions à ce que les installations suivent ces règles. Par exemple,
on demandait à ce que le séisme le plus vraisemblable autour de l'installation soit pris en compte et que l'installation résiste à un séisme plus fort que celui-ci. La démarche des évaluations complémentaires de sûreté est différente. Elle consiste à identifier quelles sont les marges dont disposent les installations au-delà de ce pourquoi elles ont été conçues initialement. Donc on est sur une démarche différente qui vise à identifier finalement quelle est la robustesse de ces installations. L'objectif étant in fine d'identifier finalement le seuil au-delà duquel on aura des conséquences beaucoup plus graves, ce qu'on a appelé dans notre jargon l'effet falaise, autrement dit, identifier par exemple le séisme à partir duquel on aurait des conséquences telles qu'elles nécessiteraient d'avoir une gestion d'une situation particulièrement complexe. Donc ça, c'est l'objectif des évaluations complémentaires de sûreté. Donc c'est le cahier des charges que je viens d'évoquer, on peut passer le transport dessus. Le cahier des charges que je viens d'évoquer, il a été publié à la mi-mai 2011, et durant toute l'année 2011, les opérateurs, donc EDF, mais également Areva, le CEA et les différents exploitants qui étaient concernés, nous ont remis un certain nombre de documents, et notamment le 15 septembre 2011, ils nous ont remis les rapports définitifs, leurs études par rapport au cahier des charges que nous avions établi. Ces rapports ont fait l'objet d'une analyse détaillée au mois de novembre 2011, et ça nous a conduit au 3 janvier 2012 à prendre finalement position sur l'avis que nous portons sur ces rapports, donc sur les évaluations complémentaires de sûreté que les exploitants ont réalisées. Donc, le 3 janvier 2012, ce que nous avons publié, c'est notamment le document relativement volumineux que vous avez pu trouver à l'entrée de la salle. Cette prise de position était essentiellement un avis que la SN a donné. Durant l'année 2012, nous avons continué ce travail, et durant le premier semestre 2012 en particulier, nous avons émis des décisions à caractère réglementaire qui imposent aux opérateurs, EDF notamment, des travaux et des études. Et depuis cette date, donc depuis le 26 juin 2012, l'exploitant a commencé à nous remettre des études et pour un certain nombre de cas, a effectivement commencé également à mettre en œuvre certaines modifications de ces installations. Ce que je souhaite détailler, ce que je souhaite mentionner avant justement de détailler ces demandes, c'est le fait que ce travail que je viens de décrire d'évaluation complémentaire de sûreté, c'est bien un premier retour d'expérience, et que le retour d'expérience approfondi, lui, prendra du temps. C'est vraiment ce que montrent également finalement les suites de l'accident de Tchernobyl. Ça prend du temps pour comprendre ce qui s'est passé, ça prend du temps pour avoir une vision précise et détaillée de ce qu'il convient de faire dans le détail pour se prémunir plus généralement et plus complètement de certains des risques qui ont pu être identifiés à cette époque. Donc, en complément des évaluations complémentaires de sûreté, l'ASN a engagé également une démarche volontaire qui n'était pas dans la demande du Premier ministre, qui a consisté à réaliser des inspections sur chacun des sites. Ces inspections qui étaient ciblées également sur le retour de l'accident de Fukushima, en reprenant les thèmes que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Alors là, on voit que vous êtes allé à Palvel et à Paris. Donc en particulier, en 2011, nous sommes allés 3 jours sur chacun des sites, Palvel et Gandhi. À cette occasion, nous avons également invité les commissions locales d'information à assister en tant qu'observateurs à cette inspection. Donc elles étaient présentes à Palvel et à Gandhi et elles étaient représentées. D'ailleurs, une présentation a pu être faite lors d'une précédente assemblée générale de la commission locale d'information. Et l'objectif de ces inspections était de contrôler finalement sur le terrain que les installations étaient conformes à ce qu'on attendait. C'est-à-dire les évaluations complémentaires de sûreté demandent d'aller au-delà. Les inspections avaient un objectif différent, avaient déjà pour objectif de regarder si ce qu'on demandait aujourd'hui était bien respecté. Et donc en 2012, il y a également des inspections dites de récolement qui ont été réalisées, c'est-à-dire des inspections qui ont permis de faire le point sur les demandes que nous avions faites l'année passée. Donc là encore, les commissions locales d'information ont été invitées, et en particulier à Paris, elles étaient bien présentes, c'était au mois de septembre. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, le 3 janvier 2012, donc l'ASN a pris finalement position sur les rapports, sur le contenu des rapports que les opérateurs ont remis à l'ASN. Et cette position, elle tient dans 2 phrases qui sont indissociables et qui sont les suivantes. Les installations examinées présentent un niveau de sûreté suffisant pour que l'ASN ne demande l'arrêt immédiat d'aucune d'entre elles.
Dans le même temps, l'ASN considère que la poursuite d'exploitation nécessite d'augmenter dans les meilleurs délais, au-delà des marges de sûreté dont elle dispose déjà, leur robustesse face à des situations extrêmes. Cela veut dire qu'on considère que le niveau de sûreté des installations est suffisant pour que les installations puissent, bien entendu, poursuivre leur fonctionnement aujourd'hui. En revanche, lors des études qui consistaient à identifier les marges de sûreté, au-delà finalement des situations que l'on prend déjà en compte, on considère qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels ces marges doivent être renforcées et augmentées. Donc, à la suite de cette prise de position, comme je l'évoquais, l'ASN a pris des décisions à caractère réglementaire. Donc, c'est fait partie de l'une des compétences de l'autorité de sûreté nucléaire, qui est finalement de créer la réglementation. Et en l'occurrence, on a créé des règles complémentaires à destination spécifique de chacun des opérateurs. Et de manière générale, les exploitants des installations nucléaires se sont vus soumis aux mêmes objectifs. Donc, les demandes de l'ASN dans ces décisions, j'en ai cité quelques-unes, c'est par exemple la mise en place de ce qu'on a appelé un noyau dur de dispositions matérielles et organisationnelles. Derrière ce jargon, ce qui se cache, ce sont des dispositifs matériels et organisationnels qui ont pour but, premièrement, de renforcer la prévention des accidents graves, qui ont pour but de limiter les rejets radioactifs massifs en cas d'accident, et qui ont pour but de permettre d'assurer l'émission qui incombe à l'exploitant en situation extrême. Donc ces trois niveaux finalement de défense de l'installation sont des choses bien entendu qui existent déjà sur les installations. Dans les installations on retrouve des dispositifs visant à assurer ces niveaux de défense. L'ASN considère que ces trois niveaux de défense doivent être renforcés et c'est là que réside finalement le retour d'expérience de l'accident de Fukushima. Donc la mise en place de ce noyau dur que je vais détailler davantage en transparent suivant prendra du temps. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de mesures transitoires que l'ASN a imposées en attente de mise en place de ce noyau dur. Et par ailleurs, j'ai pris un autre exemple. Par exemple, pour les piscines d'entreposage de combustible, comme on peut en trouver à Balvel et à Panly, l'ASN demande la mise en place de dispositions renforcées visant à réduire les risques de dénoyage du combustible. Donc ça, c'est un exemple. Et de manière plus détaillée, l'ASN a pris pour Balvel et pour Panly deux décisions, dont les références sont mentionnées ici. Vous pouvez les chercher sur Internet, vous aurez le texte complet. Vous trouverez également une version raccourcie dans les deux documents qui étaient remis à l'entrée, donc des feuilles plus synthétiques qui présentent un calendrier de mise en place ainsi qu'une liste intelligible des travaux que l'ASN a demandé. Et donc, ici j'ai listé les principales études et travaux que l'ASN a prescrits à EDF. Donc, en ce qui concerne le noyau dur, l'ASN a demandé à EDF déjà de définir de manière précise et technique quelles sont les structures et composants que EDF allait mettre à l'intérieur de ce noyau dur. Et l'ASN a également demandé à EDF de faire des premières propositions sur les exigences applicables. Autrement dit, aujourd'hui la centrale de Panly résiste à un séisme donné. On considère que pour le noyau dur, les systèmes qui doivent y être mis doivent résister à un séisme significativement supérieur à celui qui a été pris en compte par le passé. On a demandé à EDF de nous faire une proposition réaliste industriellement de niveau sismique à prendre en compte. Dans les demandes de l'ASN, il y a également le renforcement des dispositions en cas de séisme et d'inondation. On retrouve les différentes thématiques que j'ai pu mentionner. Alors, par exemple, le renforcement de la préparation des équipes, la vérification du dimensionnement au séisme du réseau d'extinction d'incendie, la finalisation des travaux de renforcement contre le risque d'inondation qui était issu en fait du retour d'expérience de l'accident de Blayais en 1999, l'incident de Blayais en 1999, ainsi que une vérification du dimensionnement des locaux de crise contre le séisme et l'inondation. Donc chez EDF en particulier, ça va conduire à ce que EDF mette en place de nouveaux bâtiments de crise. Dans les thématiques alimentation en eau et en électricité, l'ASN demande à EDF de rajouter sur chaque réacteur un diesel d'ultime secours, qui viendra finalement, en plus de toutes les alimentations électriques externes, des alimentations électriques de secours qui existent déjà, venir en ultime secours assurer l'alimentation électrique du site en cas de problème.
Et la SN demande également des moyens d'alimentation en eau de secours. Pour les sites de Paluel et Bonly, il y a des bassins qui sont en haut de falaise. Il s'agira pour EDF de démontrer qu'il peut utiliser ces bassins pour une gestion de crise, ce qui n'était pas forcément initialement prévu. Enfin, la SN demande, comme j'ai pu l'évoquer, un certain nombre de renforcements dans les thématiques de gestion des accidents graves et gestion de crise. En particulier, la SN impose réglementairement à EDF la mise en place de ce que EDF avait proposé sous le nom de forces d'action rapide nucléaire, qui sont des équipes dédiées pour la gestion de crise. Je pense que EDF le présentera tout à l'heure. La SN demande également de renforcer l'instrumentation pour la gestion des accidents graves. Et enfin, la SN demande d'étudier le renforcement du système d'éventage-filtration, autrement appelé filtre U5. Donc ça, c'est le travail que la SN a mené dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté. À la suite de l'accident de Fukushima, il y a également eu un certain nombre d'autres actions que la SN a menées, notamment à vocation d'assez long terme. Je tenais à en souligner deux en particulier. La première, c'est la mise en place d'un comité d'orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains. Il est ressorti de la consultation avec le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire, donc le HCT-ISN que j'ai évoqué tout à l'heure, que ce sujet méritait une attention particulière. Donc la SN a mis en place un comité pluraliste où on va retrouver des organisations syndicales, des exploitants, on va retrouver des experts, des autorités étatiques qui vont finalement essayer de creuser les aspects facteurs sociaux, organisationnels et humains dans les installations nucléaires et essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de propositions pour améliorer la sûreté des installations sous cet angle-là. Le deuxième point que je souhaitais mentionner, c'est finalement le renforcement de la réglementation technique des installations nucléaires. En particulier, le 7 février 2012, donc a été publié un arrêté ministériel qui s'appelle arrêté INB, donc arrêté fictionnel. Il est clair que ce sera encore un travail de la SN pendant toute la prochaine décennie. Ça veut dire quoi? Ça va prendre du temps? Alors, très concrètement, donc la SN, je prends deux exemples. La force d'action rapide nucléaire que la SN impose à EDF doit être opérationnelle sous une forme partielle dès le 31 décembre 2012. Donc ça, c'est une action rapide. En revanche, effectivement, pour la mise en place des diesels d'ultime secours, donc qui sont des diesels d'une puissance élevée, 58 diesels à mettre en place sur toute la France, donc avec bien entendu des industriels qui doivent les fabriquer, l'échéancier s'échelonne jusqu'en 2018. Merci beaucoup, Monsieur Huchetot. Moi, j'ai une question à vous poser immédiatement. D'abord, en remerciant du caractère extrêmement clair et extrêmement synthétique de cette présentation. C'est utile de nous mettre collectivement à niveau sur les enjeux pointés par la SN. Quand vous regardez les centrales de Paluel et Bonly, bons élèves ou mauvais élèves? Alors, depuis plusieurs années, la centrale de Bonly se distingue de manière positive par rapport finalement à l'appréciation moyenne que la SN porte sur EDF. Cette appréciation, elle est faite notamment sur la base des inspections que l'on mène, elle est faite sur la base également des dossiers que nous pouvons instruire et du contrôle que nous pouvons mener lors des arrêts de réacteurs, donc lors des opérations de maintenance de large ampleur sur les installations. En ce qui concerne le site de Paluel, nous considérons pour l'année 2011, l'évaluation de l'année 2012 est en cours, que le site est dans la moyenne par rapport aux installations d'EDF. Quelqu'un souhaite-t-il poser une question ou deux à M. Huchetot pour préciser ce qu'il vient de nous expliquer? Monsieur, alors, vous connaissez la règle, merci de toujours nous rappeler votre nom, hein, parce qu'on garde la mémoire de ce qui est dit, et puis de faire en sorte que vos questions ne soient pas ainsi. Je n'ai pas du tout l'intention de cacher mon nom, Jean-Jacques Fou. Mais je ne voulais pas dire ça, monsieur. Je peux bien vous dire celui d'Apomereux, petit village de la Manche. Bon, vous êtes chanceux. À côté du central, je ne sais pas. La seule question que j'ai à poser à la SN, c'est qu'ils n'ont pas parlé de leur financement. À vrai dire, j'ai une question subsidiaire. À aucun moment on parle des dégâts humains dans le personnel. Alors, en ce qui concerne le financement, l'autorité de sûreté nucléaire, c'est un morceau d'État, ce que j'ai évoqué tout à l'heure,
c'est une autorité administrative indépendante. Et son budget, de l'ordre de 150 millions d'euros, il est prélevé sur le budget général de fonctionnement de l'État. Voilà. Alors, autre question pour M. Husteau? Madame. Bonjour. Pardon. En ce qui concerne l'humain, je pense que je me suis exprimé sur le sujet en parlant du comité d'orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains. Lorsque l'autorité de sûreté nucléaire fait des inspections, on ne s'intéresse pas uniquement à l'état des matériels. Et je pense que les personnes qui ont pu assister à des inspections de l'ASN peuvent également en témoigner. Notre objectif lors des inspections, c'est bien d'aller inspecter les organisations, d'aller inspecter effectivement la manière dont les personnes travaillent, d'aller inspecter finalement la manière dont elles doivent être formées, d'aller vérifier par exemple si elles disposent du temps pour exercer les missions qui leur incombent. Donc effectivement, l'humain est au cœur de la sûreté nucléaire et les inspections de l'ASN ne se portent pas uniquement sur des thèmes techniques et à vérifier que tel ou tel équipement technique est en état de fonctionnement. Les inspections de l'ASN sont bien orientées sur ces facteurs organisationnels et humains. Madame, bonsoir, madame. Bonsoir, Jeanne Blanchet, c'est Nicolas Bernon. Vous nous avez parlé de votre expérience de Fukushima. Je voulais vous demander si vous avez pris connaissance du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'accident de Fukushima, donc enquête parlementaire japonaise, récemment traduite en français, et dont les conclusions sont quand même sans appel, puisqu'elles attribuent évidemment le tremblement de terre et le tsunami ont été des facteurs, si ce n'est déclenchants, en tout cas aggravants, mais la conclusion est sans appel, la catastrophe est bien d'origine humaine. Alors, et ce n'est pas donc directement le tsunami ni même le tremblement de terre qui sont à l'origine de la catastrophe de Fukushima. Donc, compte tenu de ces éléments, qui est quand même tiré d'une commission tout à fait sérieuse et officielle japonaise, est-ce que l'ASN va revoir ses exigences en matière de sécurité et de sûreté de nos centrales, et notamment de celle de Penly en particulier, puisque c'est celle qui, moi, me concerne, puisque j'habite pas loin de là. Effectivement, ce que je vous ai présenté dans les évaluations complémentaires de sûreté, sur les 6 thèmes qui sont présentés, on va dire qu'il y en a 5 qui sont principalement techniques, en tout cas en apparence. Et le dernier, en revanche, est clairement un thème qui traite uniquement de l'humain. Ce que j'ai mentionné également, c'est le comité d'orientation sur les facteurs socio-organisationnels humains. C'est un comité qui, je pense, ne pourra pas donner de résultats dans les 6 mois qui viennent, c'est un travail qui prendra du temps. Et l'objectif est bien de faire émerger un certain nombre de nouvelles pistes pour que les organisations humaines, elles, soient plus fiables et permettent de renforcer la sûreté également sur ces aspects organisationnels humains. Donc, par rapport à votre observation, l'ASN considère que le travail qui a été mené, qui a été le sien, finalement d'établir ces décisions à caractère réglementaire qui imposent des travaux, qui imposent des améliorations organisationnelles, permet de répondre effectivement au premier retour technique de l'accident de Fukushima. Il y a un deuxième volet qui est un volet plus organisationnel, qui est un volet peut-être davantage plus humain. Les décisions de l'ASN donnent un certain nombre d'éléments dans ce sens-là, sur la gestion de crise, on va trouver un certain nombre de choses également sur la formation des personnels. Mais à plus long terme, c'est bien le comité d'orientation qui va permettre de répondre à vos questions. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Baquet Marty, ancien agent EDF. Déjà, je me permets quand même après 40 ans de profession dans cette entreprise, mais je vois que rien n'a changé. Vous avez toujours une appréciation très technocratique de la vie humaine et de la vie professionnelle. Je vous demandais simplement une déposition. Comment la SN ne dit pas votre indépendance? Je ne vais quand même pas en rigoler là publiquement. Nous savons très bien que vous n'êtes pas une organisation indépendante, que vous êtes une organisation qui dépend en grosse partie de ce que l'AREVA décide. Et on pourrait le prouver.
Je voudrais savoir que vous puissiez, comment vous pouvez expliquer, par exemple, quand EDF a fait, sur certaines centrales, a sorti des cadastres de 1700 et quelques, pour ne pas expliquer le lieu des fissures, parce qu'il n'y a pas que Paluel en France, il y a d'autres centrales où malheureusement les constructions sont sur des sites à un séisme important par fissure et d'autres choses. Et au niveau de la sécurité, est-ce que la SN va se prononcer une fois pour toutes sur la capacité énorme d'exploitation du personnel extérieur qui travaille dans les centrales nucléaires? Sur l'indépendance de la SN, je me suis déjà exprimé, donc je ne vais pas lancer une polémique particulière. En ce qui concerne le niveau sismique qui est pris en compte dans les installations que la SN demande, la règle est la suivante. La SN fixe la règle générale à appliquer. C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans la règle fondamentale de sûreté relative au séisme. Dans cette règle, effectivement, on demande à l'exploitant de prendre en compte tous les séismes historiquement connus à proximité des installations. En ce qui concerne en France, généralement, il y a un historique sur à peu près 1000 ans, notamment connu sur la base des archives des installations. Sur la base de ce séisme, finalement, historiquement, séisme maximal historiquement vraisemblable, d'ajouter une marge forfaitaire, et ensuite, donc ça c'est ce qu'impose la SN demande à ce que l'opérateur démontre que son installation va résister à ce séisme-là. Il n'y a pas derrière finalement cette démarche que je suis en train de décrire, de distinguo qui est fait d'un site à l'autre. Tout au plus, ce qui peut arriver, ça va être une amélioration des connaissances scientifiques, qui va permettre par exemple de réviser la connaissance qui était celle des scientifiques sur un séisme ancien. Mais il n'y a pas derrière cette démarche une volonté particulière de cacher telle ou telle information sur un séisme. Par ailleurs, toutes les informations sismiques en France sont même disponibles sur Internet. Et il suffit d'aller sur le site Internet du BRGM, dans lequel vous trouverez tous les séismes historiques dont je viens de parler. Ensuite, en ce qui concerne votre deuxième question, sur les prestataires. Sur les prestataires. Oui. Donc, dans les centrales nucléaires, l'autorité de sûreté nucléaire est en charge, donc certes, de contrôler la sûreté des installations. Elle est également en charge d'exercer une mission d'inspection du travail. Donc à la division de plan de la SN, on a des inspecteurs qui sont spécialisés dans le domaine de l'inspection du travail. Et je peux vous garantir qu'ils mènent la vie dure à EDF. Je pense que ce n'est pas les directeurs des centrales qui me diront le contraire. Et ils sont effectivement là, en charge de la mission d'inspection du travail, pour aller vérifier que les droits sociaux sont appliqués, tout autant que les droits relatifs à la sécurité ou à l'hygiène des salariés. Ensuite, je difficilement répondre davantage à votre question. Monsieur. Bonjour, Guillaume Bladette, ancien administrateur du réseau central unitaire. Monsieur Hulot, je vous remercie pour cette présentation. Néanmoins, j'aurais une question à vous poser au sujet des stress tests européens. Monsieur Ralph Oettinger, commissaire européen en charge de l'énergie, le 4 octobre dernier, a publié au nom de la Commission européenne un rapport sur la sûreté nucléaire en Europe. À la lecture de ce rapport, nous avons pu prendre connaissance des déficiences des dispositifs de sûreté à Paluel et Penly. Alors qu'à l'échelle du continent européen, la Commission a relevé 2 voire 3 défaillances sur les réacteurs, Paluel et Penly comptent chacune 7 défaillances, en particulier au sujet des capacités de sûreté face aux risques sismiques. Est-ce que vous pouvez nous apporter plus d'informations au public ici très largement, afin de nous éclairer sur le réel état de sûreté de ces 2 centrales qui manifestement dysfonctionnent quand on voit les 30 avis que vous avez publiés depuis 2010 au sujet des défaillances de la centrale de Paluel. Merci. Alors après, ce sera madame qui a demandé la parole. Et ensuite,
Je donnerai la parole au directeur du CNE pour qu'on tourne la page, enfin, on l'enrichisse plus exactement, en zoomant sur justement la réalité des diagnostics sûreté des deux centrales, vous venez de l'évoquer, monsieur. Après, ce sera ça. Alors, monsieur Futo, sur cette question qui vous êtes posée. Alors, sur l'avis de la Commission européenne. Donc, la Commission européenne, pour élaborer son avis, a utilisé finalement les travaux de chacune des autorités de chacun des pays. Donc, finalement, pour élaborer son avis, la Commission européenne a utilisé le document qui était à l'entrée, qui est le gros rapport de l'ASN, dans lequel on va retrouver effectivement toutes les informations que la Commission a utilisées et a présentées effectivement de manière différente. Donc en ce qui concerne, alors je n'ai pas le détail de ce qu'avait identifié la Commission européenne, ce qu'avait souligné la Commission européenne, mais ce sont des points effectivement que l'autorité de sûreté nucléaire a identifiés. Néanmoins, l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que le niveau de sûreté de l'installation de Bâle-les-Conly est satisfaisant, mais qu'il y a des travaux qui doivent être faits, ce que j'ai évoqué. Ce sont des décisions que la SN a prescrites pour renforcer les marges de sûreté dans les installations disposées. Donc ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, lors des inspections qui ont été menées en 2011, la SN a identifié un certain nombre de points qui devaient faire l'objet de réparation, sans attendre même d'ailleurs les décisions des évaluations complémentaires de sûreté. J'en ai un qui me vient à l'esprit, par exemple. Sur le niveau sismique des installations, en tout cas sur la protection contre les risques de séisme, EDF nous avait indiqué à l'occasion de ces inspections qu'il allait mettre en place un système d'enregistrement continu finalement de l'activité sismique au niveau des sites. C'est quelque chose qui apparemment est attendu depuis un petit moment. Quand on est allé les voir en 2011, ce n'était pas fait. Donc ça fait partie des points qui nécessitaient effectivement une amélioration. En ce qui concerne, juste un tout dernier point sur les 30 avis que vous mentionnez à la fin, donc ce sont les avis que la SN met sur son site internet lorsqu'un événement significatif de niveau sur l'échelle INES supérieur ou égal à 1 se produit. Donc effectivement, les chiffres que vous évoquez me semblent corrects depuis 2010 pour Palbel, environ une trentaine. Madame, bonjour. Bonsoir. Liliane Domain, enseignante à la retraite. Bon, j'ai cru entendre tout à l'heure que vous aviez dit que l'humain était au centre du nucléaire. Alors, moi je vais revenir sur une question qui a déjà été évoquée, celle des sous-traitants. Alors, on a eu des contacts prolongés avec des sous-traitants du nucléaire et ils nous ont dit, par exemple, que lorsque une tranche est à l'arrêt pour la maintenance, le temps qui était autrefois nécessaire pour effectuer ce travail a été diminué par 2. Parce que pendant ce temps-là, EDF va perdre beaucoup d'argent s'il n'y avait pas d'électricité produite. Alors comment expliquer ça? Et il parlait énormément du stress de leur travail dans des conditions pareilles. Et il disait qu'ils ne pouvaient pas faire correctement leur travail. Alors, ensuite, vous avez peut-être entendu parler des travaux d'une sociologue du travail, Madame Annie Thébault-Moni, qui a étudié la souffrance des travailleurs au travail et en particulier celle des sous-traitants du nucléaire, et les conclusions qu'elle donne sont vraiment alarmantes. Et je précise qu'elle a refusé en juillet la décoration parce qu'elle trouvait que c'était indigne les conditions qui étaient faites à certains travailleurs. C'était la Légion d'honneur qui l'a refusé. Une autre question, quels sont les types de maladies qu'on reconnaît dans le nucléaire? Parce que ces mêmes sous-traitants nous ont dit que quand ils déclenchaient des maladies, des cancers en particulier, leucémie, etc., je crois qu'il faut que la maladie si les souvenirs sont exacts, soit déclarée dans les 10 ans, sinon elle ne serait pas prise en compte, ou alors c'est une bataille très dure pour faire reconnaître leur maladie. Alors, c'est pour poser à M. Huguenot d'apporter des éléments de réponse. On est sur, comment dirais-je, conditions de travail et sûreté. Conditions de travail et sûreté, et puis on voit la question derrière de la maladie des travailleurs exposés. Je donnerai la parole à M. Détalon et à M. Lefebvre. Sur le premier point, en ce qui concerne
le travail des opérateurs sur le terrain. Premier point, c'est qu'effectivement, l'ASN constate que lors, par exemple, des arrêts de tranche, des opérations de maintenance, une très large part des activités de maintenance est sous-traitée. Autrement dit, EDF, en tant qu'exploitant, sous-traite largement des activités qui sont celles, par exemple, de réparer une pompe, aller démonter un équipement et le remonter ensuite en ayant effectué une opération de vérification. Donc effectivement, il y a une large sous-traitance. Ça, c'est un fait. Ensuite, ce que prévoit la réglementation, puisqu'en tant qu'autorité, notre travail, c'est effectivement de faire respecter la réglementation, c'est d'une part que l'exploitant surveille ses prestataires, autrement dit, qu'il s'assure que le travail qu'ils font s'effectue dans des opérations dans un contexte de sûreté qui soit satisfaisant. Donc ça, c'est effectivement un premier volet de la réglementation sur lequel on est particulièrement vigilant, c'est-à-dire, bien que l'opération soit sous-traitée, c'est bien EDF qui garde la responsabilité finale de l'activité et c'est lui qui doit s'assurer que l'opération se fait dans de bonnes conditions. Le deuxième volet de la réglementation, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut bien entendu que ces activités, par exemple, que les prestataires effectuent, se fassent tout en respectant bien entendu le code du travail. Donc ça, c'est le deuxième volet de notre champ de contrôle, qui est celui de l'inspection du travail. Et dans ce domaine-là, effectivement, il est clair qu'on observe, dans un certain nombre de cas, ça peut arriver, des difficultés sur l'aspect sécurité. Donc l'inspecteur du travail, quand il observe ces situations, il écrit à l'EDF, ou il écrit même à l'entreprise prestataire, en disant « j'ai observé une situation qui n'était pas satisfaisante sur le plan de la sécurité ». Et ce travail-là d'inspection du travail, c'est celui que, finalement, qu'effectue n'importe quel inspecteur du travail dans n'importe quel secteur d'activité. Il prend, en revanche, dans le domaine du nucléaire, une composante particulière parce qu'il y a des enjeux particuliers. En ce qui concerne la partie maladie, je n'ai pas les informations ici, malheureusement je ne serai pas en mesure de pouvoir répondre, savoir le type de maladie reconnue, les règles applicables, les délais associés. Je m'en excuse. Merci beaucoup, M. Huchetot, de cette intervention et de ce dialogue, comment dirais-je, extrêmement intéressant et riche. La réponse est fausse. Non. C'est un élément de débat actuel. Les conclusions sont encore en cours d'études et de voir s'il y a des biais, s'il y a... Alors, si vous voulez, on peut résumer rapidement l'histoire. Le docteur gendarme de Criel avait décelé trois pathologies thyroïdiennes qui n'étaient pas des cancers, et une enquête épidémiologique était demandée. Elle était réalisée par un professeur rouennais sur le territoire de la Seine-Maritime, et les conclusions ne sont pas du tout celles que vous dites. En plus, la presse a relayé d'une manière énorme ce problème soulevé par le docteur gendarme, et les résultats ont fait deux petites lignes dans la presse pour montrer qu'il n'y avait pas de problème. Alors, monsieur. Oui, alors, bon, moi je ne me représente pas, je suis ancien agent EDF. Donc, je voulais quand même poser une question, je voulais poser trois questions. La première à l'ASN. Il est clair quand même qu'on peut se poser beaucoup de questions sur la qualité de la construction de vos centrales, en sachant que par exemple Bouygues a perdu son procès contre le Canard enchaîné, quand le Canard enchaîné a expliqué très clairement les qualités, les non-qualités de construction de votre sur l'EPR à Flamanville, par exemple. Donc, je voudrais avoir maintenant une réponse de votre part. Où est-ce qu'on en est sur ces qualités de béton et sur ce qui a été mis en place par rapport à tout cela? Deuxième question, je l'adresserai aux représentants d'EDF. Vous vous souvenez très bien, vous êtes peut-être un peu plus jeune que moi parce que je suis déjà en retraite, mais vous vous souvenez très bien quand même d'une personne... On est vieux uniquement quand on a cessé de plaire, monsieur. Comment? On est vieux uniquement quand on a cessé de plaire. Mais je n'ai pas envie de plaire, donc je suis là très jeune. Oui. Le problème, je voudrais vous rappeler quand même qu'à l'époque, il y avait une personne qui s'appelait M. Louis Puiseux, qui était adjoint directeur d'EDF, directeur général d'EDF, et qui a été un des responsables qu'EDF avait envoyé justement après l'accident de Streamline aux États-Unis, et qui négociait avec M. U, qui était votre patron à l'époque, au SEPTEN, donc les services techniques et les services
disons, de la gestion du nucléaire à l'époque. Cette personne, M. Louis Puiseux, que je signale une deuxième fois, qui était quand même dans la haute hiérarchie de l'entreprise, est revenu des États-Unis en écrivant un livre qui s'intitule « La Babel nucléaire », que je vous conseille d'ailleurs de lire, où il explique dedans que, en fait, lui-même, il a été obligé de mentir, d'écrire des choses qui étaient contraires à sa pensée, contraires à son éthique, et qu'à partir de ce moment-là, il a expliqué, et vous parlez du démantèlement, déjà à l'époque, cette personne, M. Puiseux, avait expliqué que le démantèlement, et vous n'avez jamais démantelé une seule centrale, alors vous ne pouvez même pas encore venir nous dire votre problème avec le démantèlement et le pourquoi vous insistez à rajouter 10 ans et 10 ans et 10 ans. Attendez, j'ai fini, je finis. Non mais je finis. Parce que l'heure tourne. Oui, mais elle tourne. Non, mais après je voudrais que monsieur... Non mais ils vont me répondre, mais je finis. L'heure tourne. Mais donc, le démantèlement déjà à l'époque était expliqué que c'est un coût faramineux que vous n'avez pas pris en compte dans l'exploitation du nucléaire et dans ce que coûte le nucléaire parce que vous ne savez pas où vous rentrez dans le démantèlement. Entre guillemets, les révélations du canard enchaîné sont en fait les résultats du contrôle de l'ASN. Et donc en fait, le canard enchaîné cite des documents, des lettres que l'ASN a envoyées à EDF. Car effectivement, notamment en l'année 2011, sur des activités de bétonnage complexes, EDF a eu des difficultés à effectuer les opérations de bétonnage. Et l'ASN considère effectivement que certaines opérations de bétonnage ne se sont pas procédées, elles n'ont pas eu lieu selon les règles que EDF aurait dû faire appliquer à son prestataire. Néanmoins, et c'est clairement ce qu'on a indiqué à ce moment-là, c'est que les défauts en question ont été réparés, c'est-à-dire en l'occurrence c'était des vides dans le béton, donc EDF a effectué à la demande de l'ASN les réparations dans le béton, et aujourd'hui, à l'heure où je parle, les réparations ont été effectuées, donc il n'y a pas de défaut visible aujourd'hui sur ces difficultés de bétonnage. Ce qu'on constate néanmoins, c'est que les activités de bétonnage ne sont pas terminées aujourd'hui. À la suite de ces défauts, l'ASN a demandé à EDF de mettre en place un plan d'action sur le chantier de Flamanville 3 pour renforcer la qualité de tous les bétonnages complexes. Et donc il y en a eu d'autres durant les mois qui ont suivi. Donc il y a eu même des inspections de l'ASN spécifiquement sur ce thème. Donc ce qu'on a constaté du point de vue de l'ASN, c'est que la préparation des interventions de ces activités de bétonnage s'était améliorée. Donc il y avait systématiquement désormais une analyse précise pour identifier notamment les lieux où il pouvait y avoir des manques de béton lors des coulées de bétonnage. En revanche, on considère néanmoins que la surveillance que fait EDF sur son prestataire permet d'éviter un certain nombre d'écarts dans le ferraillage. Et donc on considère que EDF, dans son travail de surveillance, fait bien son travail et ça conduit à avoir un niveau de qualité ce qui est aujourd'hui satisfaisant sur les activités de bétonnage en cours. En revanche, effectivement, cette surveillance est nécessaire pour maintenir ce niveau de qualité. Sans quoi, effectivement, les entreprises de génie civil, de manière générale, sont moins habituées aux exigences du nucléaire que les autres. Donc la surveillance d'EDF est nécessaire sur ce chantier. Merci beaucoup, Monsieur Huchetot. Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de notre rencontre. Il y a une personne qui a écouté, très attentivement nos différents propos, parce que ses responsabilités sont grandes. C'est Madame la sous-préfète, Martine Laclaire. Je voudrais, Madame, recueillir votre sentiment sur cette première réunion d'information publique, sur ce débat qui est passionnant, passionné, qui est riche, qui n'est pas évidemment terminé. Et donc, est-ce que vous voulez bien nous dire, Madame, ce que vous retirez de l'échange que vous venez, auquel vous venez d'assister? Alors, pardonnez-moi, je sais que c'est vous qui dirigez les débats, mais moi je vais utiliser cette parole que vous me donnez pour la rendre tout de suite à Madame qui pose une question, parce que je ne voudrais pas qu'on sorte de cette réunion qui a été de bonne tenue, si vous me permettez cette expression, avec le sentiment que, avec la complicité du représentant de l'État, la parole, les questions ont été tronquées. Donc, Madame, je
répondrai bien volontiers, je vous dirai mon sentiment sur ces débats. Mais madame, voilà. C'était un petit peu pour vous annoncer un petit peu. J'aurais voulu savoir s'il y avait un problème quelconque, quel qu'il soit, quelle était la responsabilité de chacun, des élus, d'EDF, d'Areva, de tous les gens qui sont là. Et j'aurais voulu savoir si vous pouviez vous-même dire, écoutez, moi, je me sens responsable de cette action, et effectivement, vous avez raison, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Donc, c'est pour ça que je voulais parler avant. Eh bien, écoutez, je vous remercie de cet échange de courtoisie, ça illustre bien finalement le ton général de cette soirée. Alors oui, vous avez raison, madame, il y a quelqu'un qui se sent responsable, et c'est l'État, et donc en particulier son représentant, et quand je dis l'État, ce n'est pas moi, même si je le représente, moi seul, il y a Madame Meyer, il y a Madame Meyer qui travaille pas, il y a l'ensemble des fonctionnaires, il y a bien qu'il fasse partie au service de l'autorité indépendante, il y a naturellement tous les ingénieurs et les fonctionnaires qui servent au sein de l'autorité de sûreté nucléaire. Alors oui, l'État se sent responsable. Alors j'aimerais juste, sans être trop long, vous dire que si je me félicite de la bonne tenue des débats, je sens qu'il y a parfois dans les questions un peu de tension. Nous sommes une tribune publique ouverte, il y a toujours un petit risque de dérapage vers l'utilisation de ce lieu comme une tribune. Après tout, la démocratie, c'est ça aussi. Ne nous en offusquons pas. Je voudrais revenir sur cette idée d'État responsable. J'ai entendu tout à l'heure, et permettez-moi de corriger cela, parce que je sais bien que le nucléaire, mais beaucoup de choses d'ailleurs, suscite des inquiétudes. C'est normal, c'est une industrie dangereuse, elle n'est pas la seule, il y en a d'autres. Et donc ce danger nous impose de le maîtriser. Et l'État, dont c'est la fonction, l'État, c'est une fonction régulatrice. Et il a cette fonction de protection, en effet. Et quand j'entends dire, comme je l'ai entendu tout à l'heure, l'autorité de sûreté nucléaire, et je remercie au passage M. Hultot de la clarté et du caractère très synthétique, très clair et très pédagogique de ses conclusions, l'ASN est financée par l'État, donc elle n'est pas indépendante. Alors ça, c'est quelque chose, ça me paraît, je voudrais m'y attarder un instant, parce que ça me paraît assez représentatif de toutes les idées fausses qu'il peut y avoir dans le nucléaire. Je rappelle que l'ASN n'est pas financée est financée certes par l'État, il est financé par le budget de l'État. Et je voudrais rappeler, c'est une idée fausse que de dire que quand l'État finance quelque chose, forcément c'est un féodé à je ne sais quelle politique de l'État ou de ses grands opérateurs. Je rappelle que le budget de l'État, il n'est pas